Yes. Oh, bonsoir à tous. Voici les petits trucs qu'on fait à Cube, entre autres. Je vous parle ce soir de... Est-ce que... À droite. C'est la droite, c'est là. Hey. Comment? Oui, superbe. Voilà. Donc un deuxième slide, bientôt le troisième. Je vous parle de, de Pipeline Blender, pas que. Notre objectif chez Cube dans les 2-3 années qui viennent, c'est de réussir à sortir 3 fois 52 fois 11 minutes sur Blender. Donc on espère qu'on est en train d'y arriver, hein. On va s'en sortir. Ça c'est moi, je supervise la R&D chez Cube. Voilà. Donc je peux vous parler rapidement de pourquoi on a choisi de passer à Blender il y a presque 2 ans maintenant. En fait en gros c'est trois raisons principales. Déjà, le logiciel libre, il est partout quand on fait de la R&D. On a des librairies libres, on a des outils de collaboration libres, des logiciels libres, etc. Donc on est pas mal confronté à ça. On voit ça arriver aussi dans les formats, avec l'OpenVDB, l'OpenImageIO, des librairies, etc. Et du coup, au final, ça a fait son chemin. Et chez Cube, on s'est dit, en fait, pourquoi pas passer le cap complètement et essayer de faire de notre outil principal, le DCC, aussi un logiciel libre. On s'est dit aussi que c'était une très bonne occasion de partir d'une ardoise vierge. Parce que c'est vrai que Max, l'outil qu'on utilise historiquement, ça fait bien une bonne dizaine d'années qu'on est dessus. Il y a beaucoup de lasagnes et de spaghettis qui se sont mélangés dans un grand tas de fichiers de code. Et on a essayé de le moderniser plusieurs fois et c'est très dur en fait. C'est très difficile de moderniser une code base quand elle est très grosse comme ça et qu'elle est assez monolithique. Donc partir de zéro, c'est l'occasion rêvée de se dire on va faire d'autres conneries, mais pas celles qu'on a fait pendant 10 ans avant. Donc on va découvrir les conneries qu'on a faites, mais pour l'instant on est content parce qu'on a réussi à pas pas refaire celles qu'on a fait avant. Et aussi il y a quand même un petit truc financier au cas où, c'est que vu que les licences sont gratuites, si jamais on a besoin de rajouter plein de gens d'un coup, on n'a pas besoin de payer plein de licences d'un coup. Donc ça peut faire partie des avantages que ça a de passer à un logiciel libre et gratuit. Historique rapide, du coup, c'était il y a à peu près 2 ans, donc fin d'année 2017. On s'est dit que comme on allait faire passer des projets de séries cartoon sur Blender, le plus important pour nous, dans ce cas-là, c'était de réussir l'animation, ce qui est quand même le cœur du cœur de notre activité. Du coup, on a envoyé notre superviseur rig une semaine en formation avec Julien Durour, qui nous a appris plein de choses. On est revenu de ça avec des envies d'autorig, plein d'idées sur comment on va transposer ce qu'on a fait sur Max, sur Blender, etc. Et puis à la fin de l'année, on a fait pour un client un test de trailer de série. À l'époque, on n'avait pas suffisamment de choses en rig justement, mais on a quand même décidé de faire l'anime dans Max et le rendu dans Blender pour voir, pour s'y mettre, quoi, tout simplement, pour mettre le pied à l'étrier. Et après 2018, on a eu, pour nous en R&D, la chance d'avoir un démarrage d'année un petit peu calme. Du coup, nous, on avait plein de temps pour ranger notre chambre, ranger notre plateforme de dev, préparer justement cette histoire d'autorig et d'autres petits outils qu'on allait utiliser sur la production ensuite. Et fin 2018, la production a commencé. On a commencé avec une série qui s'appelle Mush Mush qu'on fait pour La Cabane Production et Turistar. Et là, ça fait 1 an qu'on est en production là-dessus. Et toute l'année 2019, c'est de la fab et du pipeline qui avancent, on espère, le plus possible ensemble. C'est pas toujours idéal, mais au moins on avance. Et donc je vous disais tout à l'heure, on part d'une ardoise vierge. Et ce qu'on a essayé de changer par rapport à ce qu'on avait avant, c'est la philosophie, la posture qu'on a en fait. On peut pas faire quelque chose d'idéal, forcément, on n'y arrive pas, mais on peut essayer de se donner une posture qui fait qu'on améliore les choses en fait. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est, en réaction à ce qu'on a constaté comme erreur qu'on avait pu commettre par le passé, c'est qu'il fallait réduire le couplage et affiner la granularité. Donc j'explique ça. Hop. Réduire le couplage, en fait, historiquement, notre outil de pipe, c'est un énorme monolithe qui fait du production tracking, de l'asset management, du suivi de prod, de l'automatisation, de la gestion de fichiers. Enfin, il y a tout dans un espèce de gros pâté. Et il s'est ramifié partout, en fait, parce que historiquement, pas mal de superviseurs se sont succédés. Ils ne sont pas forcément tous très formés au code. Et puis, ils ont besoin d'un petit outil, ils se le font, et puis machin. Et donc, ce système-là, Tube, il s'est un peu infiltré partout dans tous les petits outils. Et du coup, on a beaucoup de mal à maintenir ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en réaction à ça, on se dit il faut qu'on arrive à faire des briques différentes plutôt qu'une grosse, énorme brique qu'on ne sait pas trop appréhender. Et pour ça, du coup, ces briques, il faut essayer de ne pas trop les coupler entre elles, qu'on puisse les faire fonctionner indépendamment les unes des autres.
Et aussi que ce système central, donc qui centralise les données de suivi de prod, etc., soit quelque chose de facilement modifiable. Enfin, en tout cas, éventuellement modifiable. Et cette histoire de granularité, c'est la taille de la brique, en fait. Est-ce qu'on fait 3 grosses briques ou 20 petites, moyennes, etc. Donc l'idée, c'est ça. C'est avoir... En fait, c'est plus... comment dire, si j'ai les deux mains prises, j'arrive pas à parler parce que je parle tout le temps avec les mains. Si j'ai une grosse brique, je peux lui parler qu'à elle et je peux lui demander de faire qu'une seule chose, ce qu'elle sait faire. Si j'ai plein de petites briques, elles ont chacune peu de choses à savoir faire en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on va en cassant comme ça les choses, on responsabilise sur une petite partie de la fonctionnalité la brique. Et du coup, elle est plus facile à maintenir, elle est plus facile à appréhender pour la personne qui débarque et qui doit se dire j'ai un bout de code à changer, je viens d'être employé ou c'est la première fois que je bosse sur cet outil. Et ben, le problème que j'ai à appréhender, il est assez réduit en fait. Et c'est l'avantage d'avoir des briques plus petites. Donc ça, c'est un avantage de développeur, mais c'est pas du tout un avantage d'utilisateur final parce que on n'a pas envie d'avoir à demander à un milliard de petites choses ce qui se passe. Donc lui, elle est là pour ça, l'interface, pour unifier l'expérience utilisateur et pour faire en sorte que j'ai 3 boutons, 3 réglages et il se passe tout ce que je veux. Mais derrière ça, il y a tout un tas de petits machins qui se passent et qui sont des unités, on va dire, de logique assez faciles à appréhender. Bam, le gros schéma. Il y en a un deuxième après et normalement je vous laisse tranquille après. Donc ça, c'est ce qui se passait avant. Donc si on regarde un peu ça comme une maison vue de dessus, on voit plein de pièces dans plein de pièces avec plein de couloirs partout. Et c'est ce qui se passe en fait. Pour ceux à qui ça parle, on voit là qu'on est tout à droite dans 3ds Max. On fait du MaxScript. Autodesk a eu la gentillesse de mettre le .NET disponible dans MaxScript. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Donc on se dit, je peux aller taper directement dans un serveur MySQL sans passer par une API quelconque. Et voilà. Donc en fait, ce que ça fait, ça, c'est que à l'intérieur d'un outil, par exemple, qui va définir les bornes de la scène, ça commence à la frame machin, ça finit à la frame truc, on peut se dire, j'appuie sur un bouton et ça fait ça. Donc en soi, c'est pas grand-chose. C'est une petite brique, normalement, de sens de pipelines. Et je définis le chemin. Et bien ça, en fait, ça peut se transformer en une catastrophe parce que si l'outil est fait sans avoir en tête ces principes un peu de découplage et de réduction de la taille des briques, on peut se retrouver avec, je suis dans le code du bouton, je sais que je peux me connecter à la base de données, donc je le fais. Je sais comment est rangée la base de données, donc je lui demande précisément un truc. Et résultat, je me retrouve avec, dans mon bouton, la connaissance de ce qui se passe ici, donc vraiment à l'autre bout du truc, alors que je ne suis pas du tout censé savoir comment c'est rangé. Donc en fait, après, dans chaque bouton, on a un truc qui est ultra verrouillé, parce que si jamais je veux changer ça un jour, j'ai tous mes boutons à changer. Et si jamais je veux changer de technologie, c'est pareil, j'ai tout à changer tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et pour ça, on s'y prend comme ça. Ah, quel effet raté. On s'y prend comme ça. Du coup, là déjà, on voit... Alors, il y a toujours un peu des fils partout, on est d'accord, hein, parce que ça reste quand même... On fait des choses, mais les pièces sont séparées déjà. Elles sont pas trop imbriquées les unes dans les autres. Et l'idée, en fait, c'est que comment dire, pour qu'il n'y ait pas un couplage fort, c'est-à-dire pour que les informations de comment tout est rangé et à qui je m'adresse, est-ce que c'est à MySQL ou à autre chose, pour avoir l'information, on peut inverser la dépendance, en fait. L'idée, c'est de dire, moi, je suis un petit outil, je suis censé savoir pas grand-chose, on me dit, on m'appuie dessus, et je dis, le plan démarre à tel frame, il finit à tel frame. Si je dis dans un coin, moi j'ai besoin de pouvoir demander au pipeline cette information-là, je peux ne pas m'en occuper et compter sur une personne tierce pour me donner cette information et pour savoir comment obtenir cette information. Donc c'est ce qui se passe, en fait c'est un plugin, quoi. C'est un système on crée une interface ou un plugin et on dit, moi je sais que je vais m'adresser à Blender par exemple, donc c'est déjà une première chose que j'ai, une casquette de je sais parler à Blender et ça suffit en fait, c'est déjà pas mal. S'il faut que je sache parler à tout le reste du pipe, j'ai beaucoup trop de casquettes sur la tête. Donc je dis, je défère à un autre composant de code, à une autre brique, le fait de savoir comment précisément on s'adresse au pipeline. C'est ce qui se passe là, hein, c'est la petite case qui est en bas là. Et la flèche, elle est creuse pour ça. Elle signifie en fait que la dépendance, elle est inversée. Donc c'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on arrive à faire petit à petit avec ça. Et en fait, ça permet des trucs intéressants, je vais vous en parler un petit peu après. Mais voilà, donc l'idée c'est que ensuite, après, l'outil, je vais pouvoir modifier mon pipeline, je vais pouvoir modifier la manière dont les informations sont stockées. Si lui, il demande toujours de la même manière à cette brique tierce les choses, j'ai juste cette brique-là à changer et l'outil va continuer à fonctionner. J'ai peut-être perdu des gens, je sais pas. Non, ça va. Ok. Dernier truc par rapport à cette philosophie,
si c'est beau d'essayer d'avoir une posture de dev comme ça pour essayer de faire au plus sain. Alors c'est pas toujours possible, hein. C'est un bel idéal. Des fois on n'a pas le temps, des fois on peut pas parce qu'on n'a pas bien compris le problème qu'on essaie de résoudre. Alors du coup bah, on y va, on code et puis quand ça marche, une semaine après on se dit ah mais c'est vrai que finalement ce qu'on a voulu faire c'est ça. Et c'est là que ce truc-là est super important. Il faut qu'on se parle tous, donc on essaie de faire des réunions et de mettre des mots en commun sur les choses parce que régulièrement ça peut arriver. Tiens j'avais besoin d'un outil pour faire ça, je lui ai donné un nom, j'ai donné des noms à des boutons, j'ai donné des noms à des variables, à des concepts. Ça m'a paru logique sur le moment, ça devient une habitude à tout le monde, et après quand quelqu'un arrive de nouveau, il dit mais en fait ça, ah oui chez vous ça veut dire ça. Donc ça, des fois ça prête beaucoup à confusion. Donc ce qu'on essaie de faire avant de démarrer des grands chantiers d'outils, bah, on se réunit et on choisit ensemble des termes pour justement bah, déjà pouvoir les stocker dans une petite doc et surtout pour éviter les confusions. Et essayer de se rendre le plus évident possible en fait. Si, c'est comme le code, si on arrive à coder sans commentaire et que ça se comprenne, on a gagné. Et si on arrive à faire des interfaces qui se comprennent sans documentation, on a gagné aussi. Donc si entre sup on peut se parler avec des concepts clairs et que les gens qui débarquent comprennent un peu intuitivement de quoi on parle, c'est encore mieux. Donc on essaye là aussi de faire ça. Et du coup je peux vous donner des petits exemples qui concernent tout ça. Donc en fait, l'idée maintenant c'est plus de... on garde cette logique où la fonctionnalité précise, c'est un peu un détail en fait, c'est quelque chose qui vient après, et on fournit non pas quelque chose d'ultra monolithique à nos superviseurs de cette étape-là, elle s'appelle le clean, et elle fait 1 milliard d'étapes, et t'as pas le choix parce que du coup ça verrouille le workflow. L'idée c'est de laisser un peu la place au superviseur, de faire un peu son parfum de pipeline qu'il souhaite, et on lui met à disposition des grandes pièces logicielles qui, lui, entre nous, entre superviseurs, ils se sont dit qu'ils avaient besoin effectivement de ça, et nous après on affine en fonction du projet les détails de ce qui se passe pour ça. Donc, alors, ça rejoint un peu, si ça va servir ça va servir mon propos. En fait, grâce à Mad Entertainment, qui est un studio italien, on a pu obtenir une version compilée de PySide, qui est le système d'interface qui est partout dans la 3D, sauf dans Blender, parce qu'ils ont quand même un peu tendance à pas toujours faire exactement comme tout le monde. Et des fois, c'est peut-être un petit peu pour le plaisir, on se demande si c'est pas pour ça. Et du coup, on a besoin de PySide, nous, parce que quasiment tous nos outils sont transversaux. Notre outil qu'on a appelé le Scene Manager qui permet au graphiste de dire bah, moi je travaille sur tel plan, telle scène, elle s'ouvre, je la sauvegarde, elle se versionne, enfin tout ça. Ça, c'est du Qt chez nous, enfin du PySide. Et s'il faut refaire ça juste pour Blender, bah, on perd un peu cet intérêt de logiciel qui se balade entre les trucs pareils pour le piqueur d'animation, je vous en parle juste après. Et du coup, bah, on a réussi à faire ça. Alors c'est pas idéal, parce que ça ne s'intègre pas dans l'interface Blender, c'est à côté, mais ça marche. Et donc on peut utiliser nos outils transversaux pour ça. Voilà. Après il y a un petit truc logiciel pour que les deux se parlent, mais c'est pas grand chose. Donc ça donne ça par exemple, on a Blender à gauche et à droite on a des fenêtres Qt à nous, et on est bien content de retrouver tout ce travail qu'on a fait sans avoir à le refaire. Ce truc-là, c'est justement, on a aussi changé un petit peu des concepts. Et à la base, dans Tube, il y avait une fusion de deux concepts, qui était la publication, enfin la validation et la mise à disposition des choses. Une tâche qui était publish, elle l'était, et c'était à ce moment-là que les données étaient disponibles à l'étape d'après. Et c'était aussi là qu'on disait le travail convient. Et en fait, des fois, on a envie que le travail, même s'il ne convient pas, il soit mis à la disposition du reste du pipe, parce qu'on veut avancer pour travailler. Donc en mettant en place ce système push-pull, on a juste séparé en fait la notion de mise à disposition du travail de celle de validation. Et ça permet aussi de décorréler la notion de scène de travail de données de travail pour le reste des autres étapes. Avant, c'était un peu genre ma scène de travail, elle est un peu nettoyée, elle est copiée dans un coin, et c'est ça qui sert à l'étape d'après. Alors que là, on peut dire, je suis dans ma scène de modeling et je vais sortir une version avec un LOD différent, avec des maps plus légères ou sans map du tout. Et c'est juste un système de variantes qui met ça. Et ça, c'est un système qui est modifiable. Donc les variantes, elles sont au projet, au superviseur, à qui ça arrange. On peut rajouter facilement. Le système marche en disant, moi je sais, si tu m'expliques comment faire, mettre à disposition des choses dans le pipe et aller les chercher. Après, à toi de me donner une liste et d'écrire du code à ce moment-là sur comment je fais ces exports et ces imports. Donc c'est ça l'idée. Et ça nous a pas mal... Alors, selon le superviseur, ça peut donner des résultats plus ou moins différents. Il y a des gens qui sont très gourmands en des différentes variantes, des gens qui le sont moins. Donc là aussi, il faut être vigilant sur est-ce que la personne qui fait des demandes qui amènent trop de complexité ou pas. Mais ça, c'est de l'expérience et ça vient à force d'utiliser les différentes variantes.
On a un petit truc qui est une espèce qui est voué à devenir, j'espère, un outliner, mais pour l'instant c'est une liste comme ça de boutons qui en fait est un cran au-dessus dans l'abstraction. C'est pas les objets de la scène, c'est les assets qu'il y a dans la scène. Donc on peut facilement les cacher, les supprimer ou changer leur variante justement. Donc dire moi j'avais le truc d'anime, bah, je veux la version render maintenant ou autre chose. Donc avec plus d'infos, moins d'infos, plus de contrôleurs d'anime, moins de contrôleurs d'anime. Donc ça permet de se balader comme ça plus facilement dans la scène et d'avoir des tâches. Ça sert en fait principalement au rig parce que y a des besoins de mise à jour des setups parce que malheureusement Blender permet pas trop. Enfin, on utilise la version 2.7.9, je vous l'ai pas dit, mais on n'a pas la version 2.8 puisqu'on a commencé il y a 2 ans. Et du coup, les références ne sont pas animables dans Blender 2.7.9 et du coup, on a dû faire un système de mise à jour des rigs et c'est à ça que ça sert principalement. Et ça, c'est notre ressource librairie. Donc ça, c'est juste un élément qui permet d'afficher des collections. Donc on peut mettre des collections d'objets, là ça sert à faire du set dress, mais ça nous sert aussi de banque d'animation, ça sert de système de preset de peinture pour peindre de la densité, etc. Donc en fait là c'est pareil, ça fait partie des blocs qu'on fournit à nos superviseurs en disant il y a cette ressource librairie, elle existe, si toi tu as un besoin de collection, bah, tu nous expliques, et nous en modifiant une petite partie du logiciel, en rajoutant une sorte de plugin, on va rajouter un type de ressource. On va lui dire comment ça s'exporte, comment ça s'importe, et tout le système va marcher directement. Donc on va avoir un système de nommage, de tags, de recherche, etc. etc. Donc c'est ça que ça nous permet. Hop, hop, hop. C'est pas la fin de mon diapo. Ah mais en fait c'est ça. Quand tu me vois appuyer sur le bouton, tu changes de slide. C'est un truc placebo en fait. Ça marche pas, c'est cassé? Ah, formidable, merci beaucoup. On a aussi un petit outil de marche auto, donc ça nous permet d'avoir un cycle d'anime qui se balade sur une spline, on peut débrayer les bras, autre chose. Faut que j'aille plus vite? Eh ben j'ai bientôt fini. Piou. Ah non mais ça va. Ah, c'est bon, j'ai plus grand chose. Un truc de vérification de scène, on l'a tous. Ouais, check Norris. Alors il y a un truc sur les noms des outils, hein, ce serait l'objet d'une conférence entière. Hop, et ça c'est le fameux picker en fait. Donc c'est une fenêtre by-side. Et nous, on est super contents. En fait, il y a un client qui nous a demandé il y a des mois de lui faire des persos et de lui faire un picker pour Maya. Et on a fait ça. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant de le rendre justement transversal, cet outil, et surtout d'autonomiser le rig là-dessus. Donc en fait, le petit viewport qu'on voit là, dans lequel on peut zoomer, se déplacer, faire des rectangles de sélection, etc., il est généré à partir d'Illustrator. Donc c'est les personnes en rig qui font leurs petits persos sur Illustrator. S'ils nomment bien leurs objets dans Illustrator en fonction des noms des contrôleurs, bah, ils exportent ça et le truc marche. Et ça marche dans Maya, ça marche dans Blender, parce que pareil, il y a un fichier prêt, on dit, le système il dit, moi j'aimerais savoir comment sélectionner des objets dans la scène ou les cacher, on lui explique dans Blender comment ça marche, et l'outil marche dans Blender. Donc c'est assez agréable. Et on est content, ça fait des mois qu'on n'y a pas touché, et les gens animent avec ça, les riggers font leur template avec ça. Hop. Et ça c'est pour finir. C'est un espèce de résumé. Ouais, alors finalement, il y a 3 schémas, désolé. Et du coup, l'idée, c'est quand on est à l'intérieur du logiciel, c'est pas la peine de trop se prendre la tête parce que de toute façon, on est dans l'écosystème du logiciel. Donc on est dans son API, dans sa façon de voir les choses, on va pas essayer de contrer ça trop. Par contre, dès qu'on devient transversal, qu'on touche un peu au suivi de production ou à des outils qu'on a envie de voir dans plusieurs logiciels, on a plus envie de dicter notre loi en fait. Et donc de dire, moi je veux que les choses se passent comme ça, ma brique j'ai envie qu'elle soit petite, j'ai envie qu'elle se comprenne vite, et le détail que m'impose soit l'asset tracker, soit le logiciel de 3D, je veux que ce soit déféré à autre chose, donc à ces plugins, ces implémentations qu'on voit ici. Et merci. Merci à toi, Valentin. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette conférence? On a vu pas mal de choses, donc je suppose qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui... je vais peut-être te passer le micro, ce sera plus simple. Non, je voulais savoir par rapport au découplage, du coup, est-ce que les interfaces entre tes briques, tes modules, c'est toujours de l'import Python ou est-ce que vous passez par des protocoles, enfin, du RPC, du REST
Je disais, oh, c'est beaucoup plus confortable. C'est vraiment une convention entre nous. Limite, ça peut juste être quelque part, t'importes une liste de modules et tu les passes. En fait, dans Python, tout est objet, donc c'est facile de dire ma liste de modules, c'est ma liste de plugins. En fait, on essaye le plus possible de pas trop s'embarquer justement avec des grosses librairies ou des gros protocoles ou des choses comme ça, parce que si entre nous on s'est mis d'accord, on y arrive. Et ça, less is more, comme disait je sais plus qui. Et en fait, moins il y a de code, mieux on se porte. C'est pas Philippe Stark. Mais du coup, voilà. Ça répond à ta question? Okay. Et si c'est tout? Oh. Ah si, yes, Steve. Ouais, est-ce que ça vous arrive de changer les specs d'une des briques et de voir, du coup, est-ce que ça vous oblige à changer à chaque fois tous les modules qui sont connectés à cette brique? Ouais, il nous faudra plus de micros pour la prochaine fois. En fait, oui. Parce que de toute façon, on sait que on essaie de faire des cycles courts, d'être un peu agile comme ça se fait maintenant. Donc on fait des releases assez rapidement, donc ça évolue beaucoup. Mais justement, quand on prépare les gros composants comme la ressource librairie, le système du push-pull, etc., on fait des réunions. Là, on a un peu des specs plus... L'avantage que ça a aussi de se dire, c'est des systèmes qui ne sont pas trop typés. On peut se dire, je sais que je vais avoir besoin d'un tuyau qui fait ça. Et après, ce que je mets dedans, ben, ça va évoluer. Et là, on est moins gêné pour... parce que le code qui orchestre tous ces outils, c'est principalement du code d'interface. Le code qui est le code métier, au final, vraiment, c'est du plugin. Et là-dessus, on peut se permettre d'être un peu moins, comment dire, un peu moins propre, puisqu'on sait que ça va être beaucoup amené à changer. Mais les gros blocs qui fournissent les grands mécanismes de j'affiche des collections ou je sors et je rentre des choses dans le pipe, ça, en général, ça évolue moins, effectivement. Mais tout le code qui orchestre ça et celui qui applique vraiment les choses, il est voué à être modifié. Et justement, ça permet d'isoler ça assez bien. Donc en vrai, on le fait très souvent et c'est moins emmerdant que quand tout est branché ensemble. Ah, il y a deux micros. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous as parlé en intro de ce qui vous a motivé à passer à Blender, l'open source et tout ça. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de votre contribution au monde de l'open source? Un petit peu, ouais. Alors l'an dernier, on était à la BlenderConf, on a mis des choses sur un GitHub, elles y sont toujours. On a plusieurs petites choses. J'espère, je ne sais pas si j'aurai le temps avant celle de la semaine prochaine, mettre des nouvelles choses, mais de toute façon après on le fera. Donc oui, on essaye comme on peut de participer à ça. On emmène avec nous quelqu'un qui fait une thèse chez nous, qui est là ce soir, salut Swan, qui va proposer un outil open source sur lequel il travaille avec Blender. Et dès qu'on peut, on le fait, bien sûr. Ouais. Et l'avantage aussi qu'ont ces grands blocs, c'est qu'on peut les vendre, entre guillemets, à notre management qui des fois se dit mais est-ce que j'ai raison de mettre ça à tout le monde? Que c'est des coquilles vides en fait. C'est un système pour afficher des collections, c'est pas tout le pipe de Cube et la manière dont on se sert de ce système. Donc si les détails d'implémentation sont pas livrés avec, mais qui servent à tout le monde parce que, comme tu disais très bien, tout le monde a besoin d'un truc pour voir des collections, bah tant mieux. Et en plus, donc ça découple aussi ça, c'est pas mal au final. Donc ouais, on essaye le plus possible de faire ça. On va s'arrêter là pour les questions parce qu'on passe à la suite. Du coup, merci beaucoup Valentin pour cette présentation. Alors, avant de passer à la prochaine présentation, on va faire un petit encart publicitaire. Je vais vous parler un peu de ce qu'on fait. Enfin,